Merci à tous. Bon, je vois que normalement vous m'entendez bien, si j'ai bien le retour. C'est parfait. Bonne journée. Alors à l'époque, qu'on m'a proposé d'intervenir, on m'a dit, en tout cas c'est ce que m'avait transmis Benoît, qui m'avait fait cette proposition, tu parles de ce que tu veux. Alors du coup j'avais beaucoup réfléchi, parce qu'il y a plusieurs choses. Soit je parlais des expériences internes que l'on fait autour de la partie industrie 4.0 au sein de Dassault Aviation, soit finalement par un certain nombre de thèmes d'actualité, je focalise là-dessus. Notamment, il y avait deux thèmes, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, l'intelligence artificielle et la souveraineté. J'ai voulu parler de la souveraineté numérique parce que, et c'est ce dont je vais vouloir vous parler, c'est que nous, c'est dans nos gènes quelque part, par rapport à une entreprise comme Dassault Aviation, qui est aussi, qui a toujours été sur la partie défense nationale, et en même temps qui est aussi un acteur industriel dans une compétition internationale sur ce qu'on appelle les avions d'affaires. Et on a toujours été une entreprise française dans une compétition, quand je regarde les avions d'affaires, qui est essentiellement avec les leaders qui sont en Amérique du Nord. Donc ça veut dire qu'un élément de compétition qui est assez fort et sur lequel en Europe, il n'y a pas d'acteurs à part nous. Il y a aussi des acteurs au Brésil, ce genre de choses, mais on est quasiment tout seul au niveau Europe pour être dans cette compétition des avions d'affaires. Donc, nous, on a toujours eu au cœur, quelque part, cette notion qui n'est pas forcément la souveraineté, mais comment on gère une entreprise française qui doit s'assurer de la défense nationale pour la défense nationale, et en même temps dans une compétition internationale en étant le seul acteur européen. Et donc c'est pour ça que je voulais revenir sur la définition, parce que c'est quelque chose qui est un peu souvent galvaudé, mais par contre je l'ai repris malgré tout la définition. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, vous vous souvenez des débats au début sur l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est pas de l'intelligence, ainsi de suite. De toute façon, maintenant, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Et encore, quand on parle d'intelligence artificielle, en général, maintenant, en fait, on veut dire intelligence artificielle générative, mais personne ne parle d'intelligence artificielle générative, mais tout le monde dit intelligence artificielle. Donc, j'ai pas envie, je voulais pas rentrer justement dans ce faux débat. Les gens ont décidé que ça s'appellerait souveraineté numérique, donc ça s'appelle souveraineté numérique, et le buzz est parti, donc je ne vais pas refaire l'histoire. Donc je le rappelais quand même, c'est que la souveraineté, c'est une affaire d'État, normalement, hein, et le peuple souverain, ce genre de choses, c'est pas une question d'entreprise, et même pour l'Europe, c'est compliqué, puisque ça voudrait dire la souveraineté des nations européennes. Or, chaque nation, pour le moment, fait office de souveraineté. Malheureusement, certains derniers dossiers le montrent bien. Voilà, c'était juste pour rappeler cette définition. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Nous, on peut quand même le transposer, c'est-à-dire que si on veut utiliser ce mot souveraineté numérique, le premier point, c'est qu'on ne doit pas dépendre de lois extraterritoriales dans notre manière de faire du numérique. Ça, je veux dire, c'est... alors, ça paraît simple, mais vous savez qu'au niveau de l'Europe, il y a eu des grandes batailles sur lesquelles, souvent, l'Europe a fait machine arrière après des premières lois qui ont voulu être mises en œuvre. Parce que, pourquoi ? Parce que, justement, on n'a pas la souveraineté des nations en Europe, et donc quand on est très proche d'une frontière russe, on veut rester copain avec les Américains. Quand on est plus loin, on réfléchit différemment. Donc, en tout cas, nous, en tant qu'entreprise française, le fait d'avoir des lois où il n'y a pas de portée extraterritoriale, c'est capital. Ça va guider, on va dire, un certain nombre de nos choix. Aussi, le fait que ça a la capacité à défendre notre territoire. Donc nous, ça veut dire quoi si jamais je le transpose à Dassault Aviation ? Moi, je dois être résilient. C'est-à-dire que même si demain, la France est en guerre, je dois continuer à fonctionner. Donc ce que ça sous-tend, ça veut dire que je dois gérer mes dépendances. Si jamais j'ai des dépendances, ce qui fait que si jamais je suis en conflit, je ne peux plus faire mon travail, je ne fais plus ma mission d'entreprise. Voilà. Alors, et ça va être très différent suivant les entreprises, hein, d'avoir cette définition de mission. Mais pour nous, cette partie-là est capitale. Alors, comment on fait ? Comment on fait quelque part pour Dassault Aviation ? Comment on transpose ça ? Ben, le plus, je l'ai dit un peu avant, c'est assurer nos missions, donc c'est gérer nos dépendances. Alors, pour que ce soit réel pour vous, c'est quoi finalement la gestion de nos dépendances ? C'est les cyberattaques, comment on s'en protège ? J'y reviendrai, je vous donnerai des éléments d'action plus tard, hein, mais c'est pour dire, on voit bien que la notion de cyberattaque est quand même clé. Juste un chiffre hein, quand même, sur l'année 2026, dans notre écosystème France,
Je ne parle même pas Europe ou ainsi de suite. Il y a eu 54 000 incidents de sécurité, de cybersécurité. La France, sur le premier trimestre 2026, est la deuxième nation en conséquence de fuite de données. Donc si vous pensez qu'on est hyper bien protégé, que tout va bien, que les cyberattaques c'est loin et ainsi de suite, moi je vais vous dire, on surveille notre supply chain. J'annonce en général au COMEX 2 attaques par semaine dans notre supply. Plus ou moins grave. Il y a des fois c'est pas grand-chose. C'est plus ou moins grave. Je ne vous dis pas que les attaques font que la boîte de l'autre côté est complètement détruite. Je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis que j'en ai quasiment 2 par semaine. C'est tout. Et je veux dire, les semaines où il y en a 0, je suis content. Parce qu'à chaque fois, nous, ça veut dire que mes équipes internes cyber, doivent aller se dire, c'est quoi l'impact? Est-ce que c'est grave? Est-ce que pour Dassault Aviation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ainsi de suite. Et j'y reviendrai aussi dans les éléments d'action de manière... voilà. Et après, donc, il y a la pérennité de notre entreprise. Et donc, nous, on est très attachés. Donc, qu'est-ce qui fait que, j'allais dire, vous voyez bien qu'on est dans l'aviation de combat, l'aviation civile, nos avions, alors on dit, enfin, une théorique qu'un avion doit tenir 70 ans. Bah oui, parce qu'on a des très vieux avions qui tournent encore, en fait. Hein. Et par exemple, vous savez bien qu'on a donné les Mirage 2000 à l'Ukraine. C'est très vieux avions, les Mirage 2000. Hein. Bah, ça veut dire qu'on doit en assurer le soutien. Donc ça veut dire que nous, si on n'est pas capable de se projeter sur la pérennité, ben, ça veut dire qu'on met en échec quelque chose, et notamment on a un impact pour la France. Voilà. Donc pareil, donc il y a la partie cyberattaque, et là, c'est là où on retrouve toutes les lois extraterritoriales. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se faire voler notre propriété intellectuelle et notre savoir-faire. Et vous savez, si vous écoutez bien la presse, qu'on est très dur sur le fait de conserver notre propriété intellectuelle et savoir-faire, parce qu'on considère que c'est le cœur de ce qui fait que Dassault Aviation pourra survivre. On perd ça, on est foutu. Alors j'y reviendrai sur la partie, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'intelligence artificielle, mais plus loin. Alors, j'ai voulu parler du cloud parce que on est une entreprise pragmatique. Donc, je ne veux pas que on dise ça c'est pas bien, ça c'est bien. Juste, on a toujours une approche. C'est pour ça que je vous parlais d'approche par les risques. Que fait-on? On sait très bien que l'accès aux innovations sera toujours plus rapide dans le cloud. Dans le cloud, pour un éditeur, vous enlevez toute la particularité de chaque entreprise. Donc, il passe moins de temps à faire de la technique, il passe plus de temps à faire des fonctionnalités. Donc, un éditeur dans le cloud, il gagne en innovation, c'est vrai. Il faut être honnête sur la partie risque cyber. Nous, on considère que c'est à peu près équivalent, puisque finalement, le cloud provider se protège. Alors, il est plus exposé, mais il se protège en général bien. Et nous, une entreprise, avec les forces de l'entreprise, on essaye de se protéger. Et donc, finalement, si on mélange un peu tout, je dirais que c'est équivalent. La dépendance technologique, alors vous êtes au restaurant, je la considère comme équivalente. Alors pourquoi? Il fut un temps où il n'y avait pas de problème cyber. Vous pouviez dire que moi j'ai un logiciel, il marche bien. C'est un éditeur américain, il marche bien. Je ne le mets plus à jour. J'arrête la maintenance. J'ai des licences perpétuelles, je continue perpétuellement avec ce logiciel, il me convient très bien. C'est terminé ça. On ne peut plus le faire. Puisqu'on est obligé de patcher au niveau des patchs cyber. On ne peut pas se dire non, mais les pages cyber, je ne m'en occupe pas. La seule manière, après, c'est de se dire je suis isolé du réseau et je travaille avec personne. Donc, je ne fais pas d'industrie 4.0. On arrête le salon. Donc, à partir de là, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, aujourd'hui, ma dépendance technologique va être la même parce que je vais rester accroché pour avoir les patchs cyber. Voilà, les patchs de sécurité. Les augmentations tarifaires abusives, elles vont avec. Si j'ai la dépendance, j'ai les augmentations tarifaires abusives des éditeurs de logiciels. Alors moi, je trouve que c'est une opportunité, alors je le dis, hein, pour toutes les startups françaises, si elles ne se mettent pas dans la perspective de nous assommer et ainsi de suite. On n'a pas regardé au niveau des entreprises encore c'est quoi la ligne rouge. Mais on voit bien que là, les sociétés américaines nous testent sur la ligne rouge. Là. À quel moment on se dit c'est plus possible? Ça a pu être possible, donc on va. Là, on est dans une période, je pense tous, de recherche alternative. Donc on va essayer un petit peu dans un coin pour se dire, et j'y reviendrai pourquoi on essaye et qu'on ne se dit pas on part en masse tout de suite.
On va essayer parce qu'il y a quand même un vrai intérêt de se dire que là, il y en a marre qu'on nous manipule sur la partie tarification. Le cloud, malgré tout, qu'est-ce qui est quelque part des risques qui sont vraiment inhérents à la partie cloud? C'est ce qu'on appelle le kill switch, l'interruption de service. Ça, là-dessus, et c'est de l'avéré, vous savez ce qui est arrivé, Microsoft l'a fait sous injonction des États-Unis pour certaines personnes du Parlement européen, ce genre de choses. Donc, ça, malheureusement, ce risque-là, c'est vraiment le plus embêtant. L'incapacité à auditer, je vous le dis, par exemple, demandez pour tous ceux qui sont clients AWS, Google Cloud, tout cela, vous dites, est-ce que je peux aller auditer votre data center là? Je voudrais être sûr. Interdit. Protection, confidentialité, interdit. Je vous dis, ça, c'est no way. Alors, par exemple, Sens a fait l'effort de nous ouvrir les portes, ou Bleu de nous ouvrir les portes, ainsi de suite, parce que j'aurais dit ça, le fait de nous dire, on n'a pas le droit d'entrer, d'aller voir comment vous bossez, je considère que c'est quand même un frein non négligeable à dire quelqu'un qui ne veut pas qu'on aille regarder sous le capot comment c'est fait. Moi, ça pose question. La facturation évolutive. Alors, quand j'ai écrit ces slides, je ne sais pas si la personne à qui j'ai envoyé peut en témoigner, il n'y avait pas encore le buzz sur les tokens. Avec le changement de tarification qui fait que là, maintenant, tout le monde trouvait que c'était la poule d'or, l'intelligence artificielle, et d'un seul coup, là, tout le monde se gratte la tête, mais ça coûte cher quand même. Est-ce que pour ce que ça rapporte, ça vaut le coup? Voilà. Je vous promets que je l'ai écrit. Voilà. Et l'autre sujet, alors ça, c'est lié à la réversibilité. Pensez à regarder combien ça vous coûte si vous voulez sortir. Est-ce qu'ils ont prévu que il y a moyen de, si vous êtes ferré, est-ce que vous êtes capable de sortir de la solution ou c'est quasiment impossible? Alors, je l'ai mis que sur la partie cloud en mode de tarification. Au niveau des formats de données et ainsi de suite, c'est ce que j'appelle la dépendance technologique, c'est aussi vrai on-premise. Vous utilisez un logiciel, il a des formats particuliers, il est très peu interopérable ou connecté. Mais vous n'êtes pas coincé économiquement, parce que c'est vous qui mettrez le temps qu'il faudra pour en sortir. Vous assumez ce risque-là. Vous ne payez pas l'extraction de la donnée. Regardez par exemple ce qu'ils appellent les prix d'ingress et egress sur les fournisseurs de cloud. Regardez la différence de prix entre mettre de la donnée et sortir de la donnée. Alors, comment on gère le risque? Parce que, comme je vous dis, là, je ne vais pas être dans un modèle où j'accède à aucune innovation. Quand même, je trouve que l'ANSSI, bien que décrié en ce moment, fait un super boulot. Et le référentiel Secnum Cloud est quand même un truc très solide sur lequel on peut s'appuyer pour se dire qu'on est bien protégé. Après, le problème, c'est qu'on nous dit, c'est là où ça fait réfléchir, Secnum Cloud, mais c'est de 15 à 30% plus cher, du coup, si vous voulez aller là. C'est pas la même, quand même. Donc, ça pose question sur ce que ça veut dire quand on n'est pas Secnum Cloud aussi. Alors, nous, c'est juste pour nous, cependant, vu que sur le domaine militaire, aujourd'hui, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de cloud tamponné, on va dire, officiellement, notamment sur la partie secret. Donc, ça veut dire que la notion d'on-premise, pour nous, elle est juste obligatoire. On ne pourra jamais faire tous ceux qu'on fait je fais tout dans le cloud et je n'aurai plus rien. C'est pas possible pour une entreprise comme nous. Donc, comment on fait pour agir? Alors moi, je suis pour, alors c'est une vraie conviction, j'essaie de le faire notamment en lobbying au niveau de l'Europe, avec beaucoup de difficultés, je ne vous le cache pas, c'est d'avoir des champions européens. Et alors je vais vous prendre des exemples qui fâchent, mais je vais vous prendre les exemples de la suite numérique de l'État avec un logiciel de visio, sachant que déjà dans l'écosystème français, il y avait... alors j'en ai comme ça de tête 5-6 boîtes qui essaient de proposer des logiciels de visio. Donc c'est quoi le message de l'État à ces petites boîtes? C'est arrêtez là. Allez, rangez, devenez ESN qui nous accompagnait pour faire de l'open source. Je ne sais pas. On a du mal à avoir quand même quelque chose à se dire qu'on reste dans la compétition en termes de logiciels au niveau Europe. Et on a besoin de champions pour faire quand même la compétition avec des sociétés européennes. Et je sais que ce n'est pas facile. Alors l'industrie 4.0, l'avantage, c'est qu'il y a le sujet de la latence. Je vous le dis, pour toutes les startups. Et donc, du coup, faut être local. Et donc, c'est quand même une opportunité hyper grande de faire des solutions qui ont besoin de... Einstein, ça m'étonnerait que la vitesse de la lumière, il y aura des découvertes qui changent les temps de latence. Donc, vous pouvez vous dire que là, la localité sur certaines fonctions restera un avantage.
Cependant, et je vous le dis parce que c'est un truc que j'aime pas dans le discours sur la souveraineté numérique, je ne vais pas acheter des trucs pourris pour être souverain. Je dis un peu cash, donc je ne vais pas sacrifier l'ergonomie, la qualité et la compétitivité. Je ne vais pas payer 4 fois plus cher un truc qui marche moins bien. Si les gens pensent qu'ils ont trouvé la poule aux œufs d'or en affranchissant souveraineté numérique, il va y avoir des déceptions. Voilà. Donc on travaille aussi à renforcer la sécurité numérique de notre écosystème. Alors nous, ça fait longtemps au niveau aéronautique qu'on a cette conviction. Et on a monté alors j'ai expliqué pourquoi, on a monté une société qui s'appelle Boost Aerospace. Ce qu'on voulait pour tout notre écosystème de la supply chain, éviter que Safran demande un truc. Airbus demande un autre truc. Presque pareil, mais pas pareil. Thales demande un truc, presque pareil, mais pas pareil. Dassault Aviation demande un truc, presque pareil, mais pas pareil. Pour se dire qu'à un moment donné, on allait faire quelque chose en commun de manière à simplifier la vie des petites entreprises sur ces parties-là. Et notamment, Air Cyber, c'était une incitation à dire attention, le risque cyber est prégnant. Et on le dit, Benoît, depuis 4 ans, 5 ans 5 ans. Voilà. Et on a monté cette méthode quelque part pour aider finalement tout notre écosystème à se protéger. Vous avez vu ce que j'ai dit en préambule sur cette partie-là. Et on a relancé encore avec un programme dit Cyberboost au niveau du GFAS pour vraiment essayer de convaincre que cette partie-là, ils peuvent mettre, c'est OK, c'est vu comme de l'assurance. Une assurance, c'est toujours trop cher, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais sincèrement, on essaye de faire les efforts au maximum pour, accompagner la filière sur cette partie-là. Donc ça, c'est la partie renforcer la sécurité numérique. Voilà. Et on regarde l'avenir avec l'Europe. Alors je vous dis, on a beaucoup de difficultés. On a essayé de se dire comment on pourrait faire la collaboration de programme au niveau européen, au niveau défense. Donc on essaye de construire des briques technologiques au niveau défense. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc pour avoir des innovations, c'est compliqué. Donc on a lancé un programme qu'on a appelé Aerosec. C'est comment on pourrait avoir une plateforme de collaboration européenne de niveau européen pour la collaboration de programme de défense. Bon, il n'y a pas de démonstrateur encore. Et derrière, l'autre axe, c'est de se dire comment on accompagne notre écosystème à avoir de manière sécurisée accès à des systèmes numériques pour se numériser. Et donc avoir des dépendances qui soient quand même gérées avec l'assurance des grands donneurs d'ordre qu'elles sont bien gérées. Et typiquement, c'est le cas de ce qu'on appelle Air Supply, qui permet de connecter l'ensemble de nos supply chain pour faire des commandes, des offres, réceptionner des livraisons, ainsi de suite. Et de manière, une fois de plus, toujours qu'il n'y ait pas la manière Airbus, pas la manière Dassault, pas la manière Thales, pas la manière Safran. Et donc on va continuer, donc ça c'est la mission de Boost Aerospace, de continuer à offrir des services pour simplifier la vie de notre supply chain sur ces parties-là. Alors, les enjeux, j'en ai parlé, mais je ne vais pas y revenir. La cybersécurité, ça c'est le premier point. La collaboration augmentée, ce que je vous ai dit avec la partie collaboration de programme, c'est un truc qui est très difficile de réussir à collaborer de manière sécurisée. Il n'y a pas aujourd'hui de solution, vraiment sécurisée pour faire ces parties-là. Je vais vous donner une anecdote. Par exemple, quand on a fait le SCAF, bien qu'arrêté, chacun a proposé sa solution aux États européens. Donc ça veut dire qu'un État européen qui voulait contrôler l'avancement du programme, il venait avec la clé Dassault Aviation, la clé Airbus, la clé Thales, la clé Safran, pour aller se promener dans tous les espaces qu'on avait appelés communs de collaboration, pour essayer de voir comment chaque industriel avançait. Bon bref, vous avez compris que c'était un espace de collaboration à moitié commun, quoi. Et parce qu'aujourd'hui, c'est comment on arrive à avoir la propriété intellectuelle qui est conservée de chacun, et en même temps, on collabore. Et aujourd'hui, voilà. Donc on pousse, typiquement pour dire ce qu'on pousse dans Aerosec, le France Connect de la défense au niveau Europe. Un espèce de Aero Connect qu'on sache faire au niveau européen. La numérisation de l'usine, c'est ce que je vous ai mis en creux, c'est comment on arrive à avoir des solutions locales qui permettent d'avoir une solution de performance. Le message, j'aurais passé finalement à tous les acteurs. On a fait beaucoup de choses, nous, en usine numérique, mais peu à l'échelle. C'est local, local. Et finalement, ce qui nous manque, c'est là où on a besoin d'avoir des solutions qui vraiment, le passage, c'est pour ça que je parle de champion du numérique, parce que ça ne suffit pas de faire un exploit à un endroit, on a besoin que maintenant les exploits soient à l'échelle, si vraiment on veut être dans la compétition.
L'intelligence artificielle, je vais faire très court parce que je pense que vous avez entendu parler ces parties-là. Aujourd'hui, nous, clairement, on a remonté notre stack nous-mêmes au niveau IA. On ne résistera pas aux phases d'apprentissage. En inférence, globalement, bon, ça tient le choc, on va dire, à peu près. Mais on sait que dans l'avenir, par rapport aux besoins qui sont nécessaires, si on voudra faire des modèles optimisés rien que pour nous, on va avoir du mal. Et aujourd'hui, le comportement d'un point de vue souveraineté de tous les vendeurs que je vais appeler de data platform qui disent viens avec tes cas d'usage, je vais te montrer comment, avec mes outils, mais je ne te dis pas comment, on va répondre à ton cas d'usage. Nous, ils nous mettent juste la lumière rouge sur la propriété intellectuelle. Est-ce qu'ils vont créer des modèles qui vont revendre à je ne sais pas qui, notre savoir-faire, il va disparaître dans des modèles d'intelligence artificielle. Donc nous, on est quelque part, on est dans le mouvement sur l'intelligence artificielle, mais on n'a pas adopté, on va dire, toutes les dernières technologies pour pas faire fuir notre savoir-faire. On est très attaché à ça. Alors, je modère. Moi, mes équipes, notamment celles qui font notre stack, elles ont Claude Code, par exemple. Parce que j'ai besoin qu'elles comprennent comment va, à la vitesse où va le monde. Je veux dire, je ne veux pas les mettre hors du temps sous ces principes-là. Mais par contre, on sait qu'on les fait travailler que sur des choses non confidentielles, où je ne prends aucun risque sur notre savoir-faire. Hein, parce que je ne veux pas qu'elles soient ignorantes, il faut qu'elles aient le bon niveau. Donc il y a comment on monte en compétences et comment on essaye de bâtir une solution alternative en interne. Alors il y a des... Vous avez ChatVision, vous avez Prism.ai, vous avez Mistral, mais alors Mistral, aujourd'hui, on regarde leur modèle, mais c'est quasiment les seuls qui savent faire de l'apprentissage à l'échelle. Il y a OVH là, qui vient de faire des annonces, voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis un Falcon et pas un Rafale. On est en compétition avec les sociétés américaines. Donc on ne peut pas faire fi, sous prétexte de souveraineté, d'acheter des solutions non performantes. Vous avez peut-être vu dans la presse, par exemple, qu'on a basculé, on est basculé sur Bleu, qui est la solution quelque part Microsoft, protégée par Secnum Cloud. Pourquoi? Mais moi, mes équipes qui travaillent sur le nom de Falcon, dans lequel il y a du Honeywell dans la machine, il y a du Rolls-Royce, il y a du Collins, donc beaucoup de sociétés américaines. Il faut que je collabore avec eux. Est-ce que j'ai un champion européen de la collaboration sur lequel je peux dire à toutes les entreprises, bah, vous installez ça sur votre smartphone, sur votre tablette, on va collaborer, ça va être fluide. Et puis les performances aux US, mais ça va être impeccable. Non. Donc du coup, je suis obligé d'avoir deux solutions, une pour le monde civil et une pour le monde plus militaire. En revanche, je ne veux pas prendre de risques sur mon savoir-faire, donc je reste sur mes principes que je vous disais. Donc j'ai attendu d'avoir une solution qui s'appelle Bleu, qui est protégée par le Secnum Cloud, donc des lois extraterritoriales, et je migre mon écosystème Microsoft que j'avais on-premise aujourd'hui sur une plateforme comme Bleu. Donc mes risques sont ni mieux, ni moins bien qu'avant, mais j'accède aux dernières technologies. Voilà. C'est pour vous donner un exemple, je voulais, de pragmatisme. Voilà. Et ben, je vous remercie. Je crois que je suis dans le timing. Hein, voilà.